Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Ideal, qui est le premier d'une série de 3 que nous avons intitulé Plein emploi, plein logement. Alors à Ideal, nous avons l'habitude de parler de logement, c'est notre objet d'attention et notre objet d'intérêt, mais le logement, bien sûr, ce n'est pas un objet isolé et il s'étudie toujours dans sa relation avec son environnement, avec la manière dont on peut vivre à l'intérieur et avec la manière dont il permet de vivre à l'extérieur. Et en particulier, ce matin, nous avons choisi de prendre en compte la manière dont un logement permet ou pas de travailler. C'est une des autres facettes de la crise du logement qui en compte décidément beaucoup. Et ce lien emploi va nous occuper ce matin et dans les 2 prochains webinaires qui auront lieu en juin et en juillet. Alors, on a beaucoup parlé de télétravail récemment, mais le lien logement-emploi est aussi lié, et de manière très forte, à la localisation des logements, à leur coût, à la mobilité quotidienne des ménages, aux mobilités au cours d'une vie, au cours d'une carrière, aux déplacements forcés. Et là, il semble que le mécanisme soit un peu grippé. Il était fréquent d'entendre « je ne peux pas travailler ». Pardon, je ne peux pas, c'est justement le contraire. Il était fréquent d'entendre « je ne peux pas me loger parce que je n'ai pas de CDI, donc je n'ai pas de revenus ou je n'ai pas de garantie pour convaincre mon banquier ou mon bailleur ou pour payer mon loyer ou mes mensualités ». Et désormais, on entend aussi « je ne peux pas travailler car je n'ai pas accès, faute de moyens, mais aussi faute d'offres, au logement adapté aux proximités de l'emploi que je voudrais exercer ». Et on entend en fait plutôt « je ne peux pas embaucher les salariés qui pourraient travailler pour moi ». Et ça, c'est le discours de la part de chefs d'entreprise qui se manifestent un peu dans tous les territoires et dans tous les secteurs, enfin en tout cas dans beaucoup de secteurs en tension. Par exemple la restauration, par exemple le BTP, par exemple le travail saisonnier dans plein de secteurs. Bizarrement, on entend quand même un peu moins les salariés, qui sont pourtant les premiers concernés, qui s'expriment quand même dans différents sondages. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'aucune des grandes organisations syndicales, au moins de ce qu'on a vu, n'a fait de ce sujet son cheval de bataille. Alors, la faute à qui ? Le logement est-il trop cher ? Les salariés sont-ils victimes de la précarisation des conditions d'emploi ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? En tout cas, il y a un rouage qui décidément est coincé. On ne pourrait pas travailler faute de logement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Poser la question, c'est aussi une autre manière d'attirer l'attention des pouvoirs publics locaux et nationaux qui tardent à proposer des solutions efficaces pour résoudre ou atténuer les crises du logement. Alors, il y a un projet de loi en préparation qui sera bientôt discuté au Sénat, qui suscite pas mal de critiques, aussi des adhésions, mais pourtant, à l'heure de l'annonce de l'objectif du plein emploi, la question se pose de loger les travailleurs essentiels, de loger les saisonniers qui sont par nature en mobilité, et aussi, à l'heure de la réindustrialisation, qui est un autre des grands projets du gouvernement, de loger toutes celles et tous ceux qui vont travailler sur les grands chantiers d'infrastructures et d'équipements, et ensuite ceux qui le feront fonctionner. Donc je pense par exemple au canal Seine-Nord, je pense aux EPR, je pense aux Gigafactories qui sont en cours de construction ou en projet. Autrement dit, et c'est la base de notre travail pour ces 3 webinaires, sans plein logement, le plein emploi, ou en tout cas l'objectif de 5% de chômage en 2027, sera très difficile à atteindre. À Ideal, nous avons donc décidé d'étudier le sujet. Nous avons beaucoup lu, consulté, cherché. Et nous sommes aperçus que nous ne sommes pas les seuls à travailler là-dessus. Le thème mobilise du monde, ce qui tiendrait à confirmer la réalité de ce problème. Mais il est encore assez peu documenté, ce qui rend difficile d'en mesurer l'ampleur. Sont en cours, par exemple, de la part de parlementaires, des rapports comme celui de David Amiel, qui s'appelle « Loger des travailleurs des services publics », qui est sorti en avril. D'autres réfléchissent au logement des saisonniers, d'autres à l'usufruit locatif employeur, on y reviendra. Il y a aussi des questions qui sont posées, des réponses apportées de la part de chefs d'entreprise sous la forme d'initiatives et de réflexions sur la manière dont ils pourraient loger leurs salariés, les aider en tout cas, en s'appuyant sur des banques, en participant à leurs prêts ou carrément en achetant des logements pour leur louer. Tout un travail de recensement a été mené sur ces initiatives par Paris Capital Économique et vous en trouverez les références dans le chat. Ces voies nouvelles sont intéressantes et peut-être nécessaires, mais elles portent selon nous un risque, celui de spécialiser de plus en plus le logement qui serait réservé à tel ou tel ménage, lié aux évolutions de son statut et
ou de ses revenus, voire un contrat de travail. Nous y voyons un risque, celui de fragiliser la position de l'habitant et surtout du locataire, ou souvent du locataire, en la subordonnant à son statut de travailleur et en instaurant ce que l'on appelle une clause de fonction. Avec pour conséquence grave, selon nous, de mettre en risque, en cas de pépin ou d'accident de la vie, non plus l'emploi ou le logement, mais les deux à la fois. Il nous semble que le logement social avait justement été créé en son temps pour mutualiser cette fonction de l'habitat et proposer au plus grand nombre, quel que soit son statut, la possibilité d'être logé. Alors, quelle est cette histoire du lien emploi-logement? Quels en sont les protagonistes et comment peut-elle évoluer? Avant de lancer peut-être un programme de recherche sur le sujet, nous avons décidé de défricher le terrain, justement, de susciter votre intérêt, vos questions, vos suggestions, vos exemples, à travers 3 webinaires qui aborderont successivement le sujet en ouvrant 3 portes différentes. Aujourd'hui, ce matin, l'histoire de ce vieux couple emploi-logement. Est-il usé? Pourquoi cette relation ne semble plus fonctionner? Le 7 juin, nous interrogerons le rôle de l'entreprise. Quel est son rôle? Peut-elle consolider ce lien? Est-ce que c'est son objet? Est-ce qu'elle en a les moyens? Qu'est-ce que cela changerait dans le lien entre le salarié et son employeur? Et enfin, le 5 juillet, nous nous interrogerons et nous nous demanderons si ce n'est pas aux politiques publiques de réguler ce qui se passe sur un territoire via des règlements d'urbanisme, par exemple. Comment mieux planifier en même temps et en cohérence les politiques de l'habitat et les politiques de l'emploi? Est-ce que c'est déjà le cas dans certaines agglomérations? Mais pour ce matin, nous allons tenter de répondre à notre première interrogation et pour ce faire, nous accueillons Nadia Bouillet, qui est la directrice générale d'Action Logement, dont le slogan est « Faciliter le logement pour favoriser l'emploi ». Donc, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet. Bonjour. Paul Bazin, directeur général adjoint de France Travail, bonjour, dont le changement de nom, si j'ai bien compris, puisque ça s'appelait Pôle Emploi avant, correspond aussi à une prise en compte plus globale de l'environnement du travail et peut-être bien du logement, du coup. Et puis Jules Mathieu Meunier, bonjour, chercheur au Lab Urba, urbaniste, sociologue, géographe, enfin plein de choses, qui a mené une thèse sur l'histoire de cette relation et notamment le caractère paritaire de sa gestion. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, on va dérouler ce webinaire en 3 séquences et vous pouvez poser des questions au fil de l'eau que nous essaierons de relayer le plus possible. Alors, je voudrais commencer en quelques mots, sans rentrer tout de suite dans le détail, par vous demander qu'est-ce que c'est que ce lien emploi-logement pour vous, pour chacun d'entre vous. Nadia, pour commencer. Alors, le lien emploi-logement, c'est une histoire très ancienne, en tout cas, et qui est concrétisée dans ce qui est aujourd'hui Action Logement, parce que ça date, je pense, on pourrait refaire de l'archéologie, mais vous le ferez, je dirais, à mon avis, de plus de 100 ans. Et en tout cas, Action Logement est créée depuis plus de 70 ans aujourd'hui, avec une initiative qui était née à Roubaix, par le patron des laines de Roubaix, avec le patronat du Nord et les syndicats du Nord, qui se sont accordés pour avoir une cotisation de l'employeur, 1%, le 1% logement, donc 1% des salaires, de la masse salariale des entreprises qui étaient versés dans un pot commun pour favoriser de la construction d'habitations pour les salariés. Et donc en fait, c'était, et c'est toujours d'ailleurs Action Logement, cet avantage social qui est donné sans pour autant être lié au contrat de travail. Je pense qu'on y reviendra aujourd'hui, et avec derrière ça une gestion paritaire, donc entre les employeurs et les syndicats. Et cette initiative, elle a été généralisée en 1953, et depuis 70 ans, effectivement, il y a une politique qui est menée par les employeurs et les représentants des salariés pour accompagner ce logement des travailleurs et ce lien emploi-logement, donc avec beaucoup de facettes. On pourra les regarder tout au long du webinaire, que ce soit des services pour accompagner la mobilité, ou que ce soit tout simplement le fait de loger et donc de construire des habitations confortables avec, et c'était un des enjeux de l'époque d'ailleurs aussi, tout le confort, les sanitaires, la qualité de vie qu'on peut avoir et qu'on a besoin d'avoir dans les logements. Merci. Paul Bazin. Merci d'abord pour votre invitation. Le lien emploi-logement, vu de Pôle emploi à l'époque, France Travail désormais, il est le suivant, c'est que le logement peut, dans un certain nombre de cas, être un frein
au retour à l'emploi. L'absence de logement, en l'occurrence, ou la difficulté de logement, des situations d'hébergement, des situations d'insalubrité du logement, etc. Enfin, des préoccupations liées au logement peuvent être un frein pour la reprise d'emploi ou l'augmentation de la quotité d'emploi, la quotité de travail d'une personne au quotidien. En tout cas, c'était comme ça que c'était considéré avant la création de France Travail, et nos conseillères, nos conseillers dans les agences voyaient cette réalité chez les demandeurs d'emploi et pouvaient être assez démunis quant à la réponse à apporter, puisque ça n'est pas leur cœur de métier, en tout cas leur cœur de compétence, et chercher à s'appuyer sur des partenaires dans un certain nombre de territoires, mais de façon très ponctuelle, assez peu organisée en fonction de leur connaissance propre du territoire, mais sans nécessairement qu'ils aient tous les outils en main pour pouvoir proposer ces solutions pour régler cette difficulté de logement. L'idée derrière France Travail, c'est qu'en fait, chaque acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la formation, mais aussi d'un cercle plus large qui travaille sur les questions de logement, sur les questions de mobilité, sur les questions de garde d'enfants, sur les questions de santé, je pourrais en citer 7 ou 8, a un morceau de la solution pour permettre d'offrir à chaque personne la perspective d'un retour à l'emploi durable. Mais ces morceaux de solution, encore une fois, on ne les mettait pas suffisamment bout à bout et on mettait sur l'épaule de l'usager la complexité administrative, l'existence de multiplicité d'acteurs, etc., au lieu de gommer tout cela pour l'usager et de lui dire je fais avec vous le diagnostic de votre situation à 360 degrés, votre besoin, vos problématiques, les freins sociaux que vous rencontrez, votre projet professionnel, et derrière je m'organise, moi France Travail, avec l'ensemble de ces partenaires pour vous proposer un parcours intégré. C'est pas à vous d'aller chercher des services, c'est les services qui viennent à vous de manière cohérente dans un parcours. C'est ça l'idée derrière France Travail, et effectivement sur la question du logement, avec des partenaires comme Action Logement et d'autres acteurs dans les territoires, l'idée c'est bien de pouvoir adresser cette problématique, ce frein social lié au logement qui parfois empêche la reprise d'emploi, de façon la plus simple possible pour l'usager, au bon moment dans son parcours. Merci, alors on reviendra sur les modalités. Jules Mathieu, donc cette question du lien emploi-logement, est-ce que de quand elle date, formulée comme ça en tout cas? Elle date, je pense, du début des années 2010. Ce qui frappe dans cette notion, c'est d'abord deux caractéristiques. Une dimension assez fourre-tout, c'est-à-dire qu'à travers cette notion, on dit souvent des choses qui peuvent être assez différentes selon les interlocuteurs. On peut désigner la nécessité du rapprochement domicile-travail sur le plan géographique, l'idée que le logement constitue un frein à l'emploi, et on désigne aussi cette innovation récente de produire de l'offre locative sociale incluant des clauses de fonction, donc une diversité de clause de fonction, si vous pouvez juste préciser, on va rentrer tout de suite dans le détail. L'idée, c'est de faire dépendre le contrat de location du maintien du contrat de travail avec l'employeur, donc d'avoir finalement une définition contractuelle du lien emploi-logement d'une certaine manière, et qui conduirait à revenir, mais vous l'avez déjà souligné, à l'époque du logement patronal, au temps du paternalisme de l'entreprise. Ce qui frappe aussi dans la notion, c'est ce qui moi me marque, c'est sa dimension programmatique, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois l'énoncé du problème et l'identification des moyens nécessaires à sa résolution. Typiquement, le logement est un frein à l'emploi. Ça conduit directement à une orientation dans le discours notamment de beaucoup d'acteurs, et notamment le patronat depuis le début des années 2010 à militer pour développer des aides en matière de logement qui visent à favoriser la mobilité géographique vers l'emploi. Dans mon cas, donc moi j'ai commencé à travailler sur cette notion il y a moins de 10 ans. J'ai réalisé des recherches, l'une sur le lien emploi-logement pour la CFDT, et puis des recherches plus récentes sur le logement des travailleurs dits essentiels. La première pour le PUCA dans le cadre du programme Ville Productive en partenariat avec la Fabrique de l'Industrie. Je mentionne mes commanditaires par loyauté. Et le second pour Force Ouvrière, un
un contrat en cours. J'ai aussi discuté avec pas mal d'acteurs, dont des responsables d'Action Logement, des acteurs du monde HLM, des représentants d'employeurs, d'associations d'élus, d'intercommunalités, entre autres, qui avaient réfléchi à la question. Et puis j'ai aussi mobilisé des souvenirs de mon travail de thèse sur l'histoire de la transformation du 1% logement, que j'avais réalisé sous la direction de Jean-Claude Drian au Lab Urba. Tout ça m'a conduit à développer une approche peut-être un peu différente du lien emploi-logement de celle qui prévaut souvent dans les débats. Pour moi, en 2 mots, le lien emploi-logement, c'est une notion qui invite à penser ensemble l'emploi et le logement, en tout cas à penser le logement du point de vue de ses interactions avec le travail et l'emploi. En effet, ces interactions renferment aujourd'hui un certain nombre de formes d'insécurité sociale nouvelles, c'est-à-dire des risques qui peuvent conduire à fragiliser, à précariser les parcours des individus, les parcours professionnels comme les parcours résidentiels. Merci. Nadia, vous avez rappelé ce qu'était Action Logement depuis 1953. Je pense que ça mériterait une petite précision. Donc, les entreprises de plus de 50 salariés cotisent pour fabriquer du logement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui est destiné ce logement ? Qu'est-ce qu'il arrive aux salariés qui ne font pas partie de ces quelques 40 000 entreprises de plus de 50 salariés ? Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir accès à ce logement-là ? Alors, peut-être revenir, oui, Action Logement, je vous ai dit, historiquement, c'était le 1% patronal. Ce 1% de la masse salariale est devenu 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés, puisque le seuil a été relevé de 10 à 20 et puis de 20 à 50 salariés. Donc ça, c'est la ressource d'Action Logement, hein, c'est cette contribution de 0,45%. Les entreprises ont le choix, elles peuvent investir directement pour le logement de leurs salariés ou effectivement verser leur cotisation à Action Logement Service, qui a remplacé ce qui historiquement étaient les différents collecteurs, puisque au départ du mouvement, c'était plusieurs collecteurs, ils étaient même une centaine, puis ils sont devenus une vingtaine, et depuis 2017, on a un seul collecteur qui est la société de financement Action Logement Service. Et avec cette ressource, Action Logement Service va délivrer un certain nombre de services. Il y a vraiment plusieurs formes de services d'accompagnement au logement des salariés. D'abord, des aides, je dirais, directes pour, par exemple, l'accession à la propriété des salariés des entreprises. Donc, on a des prêts bonifiés. Aujourd'hui, il y a un taux de 1,5% pour 30 000 euros. On a des aides également à la mobilité des salariés, que ce soit la garantie Visal que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on est garant, c'est Action Logement qui est garant pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Et là, on dépasse largement le prisme des salariés des entreprises qui sont la base d'Action Logement, puisque nos salariés éligibles chez Action Logement, c'est les salariés des entreprises de plus de 10 salariés. Donc on est resté sur cette base, même si la cotisation ne concerne que les plus grandes entreprises. Mais sur certains dispositifs, comme la garantie Visal, il y a une vision des partenaires sociaux qui est plus large, qui est de dire c'est l'ensemble des jeunes qu'il faut accompagner dans leur parcours logement. Ce sont nos futurs salariés, donc les étudiants, toute cette jeunesse. Donc tous les moins de 30 ans sont éligibles. Et pour les plus de 30 ans, on est sur les salariés en mobilité professionnelle ou les salariés modestes pour leur parcours résidentiel. Donc ça, c'est une garantie qu'on délivre. Et puis des aides aussi ciblées pour des jeunes salariés comme le Mobili Jeune qui vont les aider à payer leur loyer, puisqu'on peut aller jusqu'à 100 euros par mois d'accompagnement. Et puis ensuite, il y a tout un volet de financement des bailleurs sociaux en contrepartie de réservation dans le parc des bailleurs sociaux pour les salariés des entreprises. Et comment ça fonctionne aujourd'hui ? On finance des bailleurs. Les bailleurs donc réservent des logements pour nous les envoient et Action Logement les met sur Internet. Donc on a un système de demande choisie avec une plateforme qui s'appelle Aline et les salariés vont se positionner sur ces logements. Donc ils sont vraiment, il y a une transparence qui a été mise en place et ça c'est récent, c'est depuis 4 ans, qui est vraiment notable parce qu'on est le seul acteur à mettre nos logements vraiment de façon complètement transparente. Sinon le demandeur de logement social, il n'a pas forcément accès à l'offre qui est disponible. Là on la met en ligne et il y a un système de scoring qui permet justement de prioriser le salarié en mobilité professionnelle, le salarié des entreprises évidemment, et l'entreprise elle-même a un compte entreprise et elle peut
elle rajoutait des points à des salariés. Donc ça, c'est aussi important dans le dispositif. Et on a aussi des systèmes, je parlais de la mobilité, où on peut prendre en charge, au-delà de la garantie, on peut aussi prendre en charge le dépôt de garantie. C'est-à-dire quand vous devez prendre un nouveau logement, vous avez à apporter un mois de loyer. Ça, on peut le faire sous forme d'un prêt à taux zéro. Et en fait, c'est ce panel d'aide et services qui est vraiment utile et qui, dans les partenariats dont parlait Paul Bazin tout à l'heure, sont intéressants parce que quelqu'un qui accède à un emploi, il a, dans une entreprise de plus de 10 salariés, il a droit à ces aides-là. Donc, il faut qu'on coordonne bien les actions. Et puis, même s'il est jeune et qu'il accède à un emploi, il peut aussi bénéficier de VISAL. Donc, c'est très important de dire qu'on va plus loin. Et juste, je termine. Donc ça, c'est le volet serviciel d'Action Logement. Depuis 70 ans, Action Logement a aussi investi directement dans de l'immobilier. Et donc, on a une filiale qui est Action Logement Immobilier, qui est elle-même actionnaire majoritaire d'une 50aine de sociétés de logement social qui détiennent 1 100 000 logements sur l'ensemble du territoire national. Et donc, de façon directe, on a aussi un outil de production qui permet d'aller produire des logements dans les bassins d'emploi, là où il y a des besoins en fait en termes d'emploi. Et donc ça aussi, ça donne une force supplémentaire au groupe puisqu'on peut allier aussi bien, je dirais, la désignation, le service avec une force de production pour créer le logement là où il y en a besoin. Merci beaucoup. Donc effectivement, ça fait beaucoup de dispositifs. Et si on vous écoute, on se dit, mais en fait, pourquoi il y a des problèmes? Puisque finalement, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de dispositifs d'accès au logement pour des salariés. La question, c'est est-ce que cette difficulté de se loger et de travailler parallèlement, est-ce qu'aujourd'hui, on la mesure? Est-ce que ce frein que le logement pourrait créer par rapport à l'emploi, on en a une idée? Tout à l'heure, j'évoquais des recherches qu'on a faites. Nous, on n'a pas trouvé vraiment d'études qui mesurent l'ampleur de ce phénomène. Il y a beaucoup de manifestations par-ci par-là, des chefs d'entreprise qui prennent l'initiative de loger leurs salariés, etc. Mais on a du mal à le mesurer. Jules Mathieu Monnier, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur? Alors, cette notion de logement comme frein à l'emploi, on la convoque en général en référence à deux phénomènes qui sont assez différents dans les réalités qu'ils s'efforcent de décrire et aussi dans leur fondement théorique. Le premier, c'est le phénomène de dissociation spatiale entre l'habitat et l'emploi, le spatial mismatch, qui permet de livrer une vision de cette idée du logement comme frein à l'emploi qui fait écho à une certaine réalité. Il faut peut-être expliquer en 2 mots. Et ben le fait que l'emploi et le lieu de travail et le lieu de résidence des travailleurs ne se situent pas au même endroit, voire soit assez éloigné géographiquement et engendre des déplacements domicile-travail importants. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là où les difficultés, l'accès physique à l'emploi est difficile pour les personnes, on observe que ça pèse sur l'intégration professionnelle. Les travaux le montrent, le documentent assez clairement, soit parce que la distance géographique rend moins facile l'accès à l'emploi, l'accès à la recherche d'emploi notamment, soit parce que l'intensification des migrations quotidiennes domicile-travail génère un certain nombre de risques, stress, fatigue, accidents, qui peuvent conduire également à fragiliser le parcours professionnel. L'autre phénomène dont on parle, c'est la tension entre les choix résidentiels des ménages et les besoins de mobilité géographique dans une économie flexible. Et là, les fondements théoriques sont plus incertains. Pour étayer un peu cette idée, on manque effectivement de travaux scientifiques qui viennent faire la démonstration de cette idée du lien du logement comme frein à la mobilité professionnelle. Et on a même certains travaux qui tendent à nuancer un peu les vertus de la mobilité professionnelle, la mobilité géographique comme outil d'appariement de l'offre et de la demande sur le marché du travail, en indiquant notamment que dans le cas des demandeurs d'emploi les moins qualifiés, les chances de retrouver un emploi sont moins importantes
pour des personnes qui viennent de changer de région, de déménager dans une autre région, que pour des demandeurs d'emploi qui seraient restés dans leur territoire d'origine. Merci Paul Bazin. Vous expliquiez que le changement de nom de Pôle emploi à France Travail, c'était justement la prise en compte d'un environnement plus global, y compris celui du logement. Mais comment vous l'avez identifié ? Est-ce que vous avez des données ? Enfin, quel a été le processus de réflexion qui a permis d'englober cette donnée-là dans votre mission ? En fait, je rejoins tout à fait ce que Nadia Bouillet et Jules Mathieu Meunier ont dit, et notamment sur l'absence, c'était votre question, d'études vraiment approfondies qui permettent d'illustrer ce lien emploi-logement. On l'approche par différents indices en quelque sorte. On sait par exemple que quand on fait des enquêtes auprès des jeunes, ils sont 40% à dire avoir une difficulté de logement, qui les gêne leur retour à l'emploi. Donc il y a une enquête OpinionWay de 2023 sur le sujet. Et il y a quelques années, pour revenir sur le sujet de la mobilité géographique, on a effectivement essayé de compiler la littérature économique et on s'est rendu compte que cette mobilité géographique pour l'emploi, changer de ville, changer de région pour prendre un emploi, ne correspondait absolument pas à une réalité pensée par l'immense majorité des personnes sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'ils sont profondément ancrés en réalité dans le territoire dans lequel ils sont. En particulier, je parle évidemment du cas général, il y a évidemment des exceptions, mais en particulier pour les personnes qui se sont attachées à une commune, ont leur famille sur place, sont aidants de personnes âgées sur place, ont des jeunes enfants qui sont scolarisés sur place. Enfin bref, cette question du lien emploi-logement vient très vite poser d'autres questions autour de la question familiale, la question des difficultés d'autonomie des parents, etc. etc. Comment on en est venu à faire le constat qu'il fallait qu'on renforce notre action avec nos partenaires sur la question du logement pour favoriser le retour à l'emploi ? Eh bien, c'est à l'origine de France Travail, avant même que France Travail n'existe. Le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilhuy, qui depuis est devenu directeur général de France Travail, avait proposé au gouvernement de lancer des expérimentations de rénovation de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active. L'idée étant que 40% seulement des bénéficiaires du RSA étaient inscrits à France Travail, moins de la moitié des bénéficiaires du RSA faisaient l'objet d'un accompagnement réel pour leur retour à l'emploi, et la durée de perception du RSA était très importante, la durée moyenne était très importante et ne baissait pas. Donc on avait un problème d'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA, donc on a lancé ces expérimentations dans 18 bassins d'emploi depuis mars 2023, et depuis quelques semaines, ça a été étendu à 29 nouveaux départements. Ce que l'on constate dans ces expérimentations, c'est que lorsqu'on fait un diagnostic approfondi de la situation de la personne, avec un conseiller, une conseillère France Travail et un travailleur social ou une travailleuse sociale du département, on fait une analyse 360 et regarde tout le projet professionnel, mais tous les freins que rencontre la personne. Le frein principal, c'est la mobilité. 40% des bénéficiaires du RSA expriment un problème de mobilité quotidienne pour prendre un emploi. Le logement, c'est en moyenne plus faible comme problématique, ce qui peut être une bonne nouvelle. C'est-à-dire 20% des bénéficiaires du RSA disent rencontrer une difficulté de logement qui les gêne dans leur parcours vers l'insertion dans l'emploi. Néanmoins, on observe des variations extrêmement fortes entre les territoires, avec par exemple 40% des bénéficiaires du RSA du territoire expérimental de Tourcoing qui disent avoir des problèmes de logement. C'est beaucoup plus faible quand on interroge les bénéficiaires du RSA, par exemple dans le département de la Creuse. Mais on voit donc que cette problématique du logement, selon les territoires, peut être extrêmement importante et un frein très lourd juste à l'idée et à la capacité à se mettre en mouvement pour rechercher un emploi. Et donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous dire qu'il faut qu'on renforce notre offre de services avec nos partenaires pour adresser cette question d'emploi, de logement au fur et à mesure du parcours de recherche d'emploi. Merci beaucoup. La question de mobilité, elle
elle se mélange aussi quand même avec la question de logement, parce que finalement le problème de mobilité, il est peut-être lié à la localisation du logement, et la localisation du logement est liée à son coût en général. Donc quand on parle de mobilité, on parle aussi de logement, et en témoigne, il me semble, la crise des Gilets jaunes qu'on a analysée aussi comme une crise du logement, parce que ça concernait des gens qui devaient utiliser leur voiture, à qui on avait promis une taxe sur le carburant qui allait rendre les déplacements beaucoup plus chers, mais ces déplacements étaient liés à l'endroit où ils habitaient, où ils avaient choisi d'habiter, ou pas. Donc peut-être une réaction sur ce mélange mobilité coût du logement. Alors moi je vais rejoindre ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait donc nous on a chez Action Logement, chaque année on embarque avec l'étude nationale du Crédoc quelques questions pour Action Logement dans ce qu'on appelle l'observatoire des mobilités, dans le sens mobilité professionnelle, résidentielle, et on avait posé la question au panel représentatif du Crédoc, c'est est-ce que vous avez ces 5 dernières années renoncé à changer de travail, et pourquoi, et en fait il y avait 18% des répondants qui ont dit oui dans les 5 dernières années, donc c'est quand même important. Et quand on leur demande pourquoi, effectivement la première raison c'était le temps de transport vers le travail en fait. Et après il y avait la question du logement qui arrive, et c'est pas si évident, parce que oui on pourrait avoir un logement plus proche du lieu de travail, mais ça pose toute une autre question sur ce qui est autour justement du quartier, du lieu où on habite, et on n'a pas forcément envie de quitter pour plein d'autres raisons, comme vous parliez de la scolarisation des enfants, d'un milieu familial. Donc en fait c'est pas la réponse, c'est pas voilà de mettre le logement pile à l'endroit où il y a le travail, parce qu'il y a d'autres considérants dans la vie, et c'est pour ça, et ça moi je rejoins aussi ce que vous disiez en introduction sur le danger de lier le logement à un contrat de travail, parce que le logement c'est quand même quelque chose de très intime, c'est sa vie je dirais personnelle, ou en tout cas c'est un choix de vie, et c'est hyper dangereux de le lier et de précariser encore plus, je dirais, cette fonction logement en la liant au travail de façon complètement directe. Après il peut y avoir des métiers qui nécessitent des logements de fonction, et bien sûr il en existe, mais c'est vrai que notre approche du logement au niveau d'Action Logement et des partenaires sociaux, c'est bien son lieu de vie, et donc on va rapprocher autant que possible, effectivement, dans le cadre du logement choisi, on prend en compte justement ce rapprochement de son travail, ça fait partie des critères, mais c'est pas seulement le seul critère, et donc il va falloir qu'on propose des offres de logement et qu'on coordonne ça aussi avec le transport qui va derrière. Et si je reviens sur un autre grand projet de ces 20 dernières années, qui est la rénovation urbaine, il y a eu des démolitions, des rénovations, mais il y a eu aussi quelque chose de très important dans le premier en rue notamment, c'est le désenclavement des quartiers, c'est-à-dire apporter des tramways, du transport jusqu'à ces quartiers, et ça c'est indispensable, parce qu'en fait c'est ces deux facteurs, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie et d'habitat, mais aussi améliorer la mobilité. Donc c'est pas facile, il n'y a pas une solution unique à ça, et c'est d'arriver à trouver la bonne offre, et vous le disiez, il y a une décorrélation spatiale entre l'évolution de l'emploi qui s'est fait dans certains secteurs, dans certaines métropoles, notamment avec, si on prend la région parisienne, l'emploi il est à l'ouest de façon hyper concentrée, et l'habitat il est partout, avec les prix du logement qui sont quand même beaucoup plus chers dans cette partie de l'ouest parisien par rapport à l'est, et donc il y a des enjeux derrière d'aménagement du territoire aussi, et de rééquilibrage des emplois, et quand on voit les logements les moins chers, on va dire, c'est tout l'est de la France, où on a beaucoup de logements abordables qui ont été construits justement à l'époque où on avait énormément d'industrie. Donc là vous avez moins de problèmes d'accès au logement. Par contre effectivement il y a un gros enjeu de réindustrialisation, et de ramener de l'emploi aussi dans ces territoires où il y a des offres de logements abordables. Donc la solution elle n'est pas simple, et c'est tout l'enjeu d'arriver à équilibrer les choses, et on n'est pas dans les mêmes temporalités. On construit un logement, on va rester 50 ans, le logement il va rester là pendant très très longtemps, donc il faut réussir à construire et à anticiper aussi ces évolutions, et puis aussi sans doute à rééquilibrer justement autant que possible justement je sais pas si c'est le lien emploi-logement, mais en tout cas les besoins de logement et les besoins d'emploi, d'arriver à les corréler au mieux, et ça je pense que c'est
c'est aussi le sens de ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, et notamment dans tout ce qui est réindustrialisation aujourd'hui, qu'on accompagne avec des nouveaux projets, mais on en parlera, je crois, dans la deuxième séquence. Jules Mathieu, vous voulez réagir ? Oui, j'ai envie de rebondir sur votre évocation de la crise des Gilets jaunes. C'est une opportunité un peu que je saisis pour avancer que moi je préfère parler de lien emploi-logement plutôt que de l'idée du logement comme frein à l'emploi, parce que cette deuxième expression nous conduit à nous focaliser sur les risques qui pèsent sur les parcours professionnels, et à mon avis l'enjeu c'est également de penser les risques au croisement de l'emploi et du logement qui pèsent également sur les parcours résidentiels. Et ces risques, ils prennent plusieurs formes. C'est d'abord des risques qui frappent davantage les travailleurs précaires, tous les actifs qui sont concernés par les transformations du travail et de l'emploi depuis 2 décennies. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra, mais c'est aussi des risques qui relèvent d'une augmentation des inégalités au regard du logement, phénomène qui est lié au décrochage des salaires par rapport à l'augmentation des prix des loyers, des prix immobiliers dans nos grandes métropoles et en Île-de-France en particulier, et qui se traduisent par plusieurs formes de fragilité, une augmentation des taux d'effort logement des ménages au détriment des dépenses non contraintes, un fossé qui se creuse entre les propriétaires et les non-propriétaires, d'où l'obligation pour les primo-accédants de s'endetter sur des durées de plus en plus longues, et puis l'exposition des jeunes, d'une partie de la classe moyenne, à un phénomène de précarité résidentielle, de déclassement résidentiel, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles, des ménages, la situation au regard du logement alimente un sentiment de déclassement social. Et je pense que dans la crise des Gilets jaunes, il y avait aussi ce phénomène qui était en jeu. Merci. Alors, je crois qu'il y a des questions qui viennent du public, et la voix que vous allez entendre est la voix d'Antoine Pochon. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, avec 2 questions qui nous sont parvenues, on va revenir peut-être un petit peu plus sur les liens avec les entreprises et les liens un peu concrets que Action Logement d'un côté et France Travail de l'autre entretiennent avec les entreprises. Donc ça, c'était une question un petit peu plus générale. Comment sont-elles consultées ? Comment vous dialoguez avec elles ? Et comment les besoins éventuellement qu'elles vous font remonter sont pris en compte ensuite. Et après, une question beaucoup plus précise qui est formulée comme telle: investir ou cotiser à Action Logement, comment les entreprises sont-elles informées ? Comment on travaille avec les entreprises ? Déjà, les entreprises sont représentées de façon on va dire très forte dans la gouvernance même d'Action Logement, puisque aussi bien Action Logement Groupe, qui est un organisme paritaire, on a un conseil d'administration, il y a 10 sièges, dont 4 pour le MEDEF et 1 pour la CPME. Donc le patronat a 5 sièges, et puis les syndicats en ont un chacun, les 5 syndicats CFDT, FO, CGT, CFE, CGC et CFTC. Donc elles sont représentées dans nos gouvernances qui elles-mêmes mettent en œuvre tout ce qui est stratégie, développement. Et donc c'est la même chose dans nos sociétés immobilières qui sont présidées par des représentants du patronat. Comment on travaille aussi avec les entreprises ? On a chaque année, je dirais, un bilan de services qui leur est adressé, c'est-à-dire toutes les aides et services qui découlent de leur cotisation. Il y a un dialogue avec les dirigeants et les services de ressources humaines des entreprises. Il y a des informations qui sont faites, que ce soit une participation de nos salariés qui vont dans les CSE des entreprises pour aussi parler avec aussi bien les représentants des salariés que les représentants de la direction de l'entreprise pour proposer, montrer, expliquer les solutions et développer aussi des solutions adaptées, puisque les besoins des entreprises ne sont pas toujours les mêmes. Et on peut même aller plus loin avec une entreprise ou un groupement d'entreprises. Je vais prendre des exemples. Vous voyez, des territoires comme la Vendée, où on a un taux de chômage qui est très bas, où les entreprises ont besoin de recruter à l'extérieur du territoire leurs nouveaux employés. Là aussi, sur un marché du logement qui reste quand même assez tendu, on développe là des solutions vraiment ad hoc
dialogue pour accueillir ces nouveaux salariés sur le territoire. Et là, notre filiale Podelia, donc après un dialogue avec les groupements d'entreprises, mais aussi avec le territoire, de dire, écoutez, est-ce que vous avez un terrain où on pourrait monter un projet justement pour ces salariés qui arrivent sur le territoire. Donc une commune se prête au jeu, dit, voilà, je vous mets à disposition un terrain, et on construit sur ce terrain une vingtaine de logements qui sont de grande qualité, qui sont des qualités, je dirais, environnementales, RE 2020, et en plus éco-construits en bois avec une entreprise locale. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le local. Et le concept, c'est une personne vient là et peut loger dans ces logements qui sont à peu près des logements de 3 pièces pendant 1 an, renouvelable une fois, le temps de s'installer sur le territoire. Donc en fait, on développe aussi ce type de solution. Un autre exemple, une société à Pontarlier, qui a une problématique là aussi dans une zone assez tendue, disant voilà, moi j'ai un problème avec mes stagiaires, avec mes nouvelles recrues, ils ne trouvent pas tout de suite un logement. Donc même démarche, ils s'adressent à Action Logement, et puis on regarde avec eux. Là aussi, ils ont un terrain vraiment idéalement situé, et là on a installé ce qu'on appelle des tiny house. Donc c'est pas de l'habitat durable, mais c'est vraiment la solution d'habitat temporaire qui permet justement de s'installer. Et puis dans d'autres cas, on va avoir vraiment une vision avec l'entreprise. Elle sait qu'elle va avoir un certain nombre de recrutements à opérer, de nouveaux salariés qui arrivent. Et je vous parlais de la plateforme Aline tout à l'heure. On peut aussi dédier des offres à une entreprise ou à plusieurs entreprises qui vont être visibles par leurs salariés parce qu'elles ont ces plans de recrutement qui sont dans les tuyaux, on va dire. Et donc, les salariés qui vont se positionner sur ces logements, ils vont les avoir en priorité, donc en premium pendant 48 heures, 72 heures. Et puis si effectivement les salariés de cette entreprise n'ont pas pris ces logements, ils sont ouverts à tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec la RATP, là, qui avait des forts besoins de recrutement en vue des JO. Donc on a mis ça en place l'année dernière. Et grâce à un service logement de la RATP qui est aussi très performant, un service RH qui connaît bien les besoins des salariés, ça a permis vraiment de faire cette adéquation offre-demande de façon très très efficace. Et donc ça, c'est ce type d'outils qu'on peut déployer. Donc après, comment ils sont informés, je veux dire, là aussi, quand on est une grande entreprise, on est une entreprise, on cotise, donc on a des liens privilégiés, il y a des lettres d'information sur l'ensemble des aides et services d'Action Logement, et donc tout un site internet aussi qui a été pensé, repensé, revu, avec plus de 9 millions de visiteurs là, qui sont quand même chaque année, donc ça fait 1 million par mois, c'est quand même intéressant, et qu'on déploie de plus en plus. Justement, on essaye de jouer aussi sur le numérique pour toucher le maximum de salariés et d'entreprises. Merci Paul Bazin. Donc vos rapports avec les entreprises. Alors les entreprises sont à la fois nos financeurs, nos administrateurs et surtout nos clients, nos usagers. On a comme Action Logement des administrateurs représentants des entreprises. On a la chance d'avoir l'UDP, en plus du MEDEF et de la CPME. Les entreprises, à travers le financement d'assurance chômage, sont financeurs de France Travail et donc contribuent fortement au budget de notre opérateur. Et puis surtout, ce sont nos clients, ce sont les usagers pour lesquels, dans chacune des 900 agences de France Travail, des conseillers spécialisés sur la relation entreprise travaillent au quotidien. Ils sont plus de 6000 aujourd'hui sur le territoire pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Lorsqu'on regarde tous les services qu'on peut apporter aux entreprises et qu'on les interroge sur la pertinence de ces services, elles sont aujourd'hui plus de 85% à être satisfaites de la manière dont Pôle emploi les a accompagnés sur un besoin de recrutement. Mais Pôle emploi, France Travail, 2 € dans le cochon quand on fait ça. France Travail s'adresse aujourd'hui à peu près un quart des entreprises sur le territoire. C'est-à-dire qu'un quart des entreprises confient des offres d'emploi pour le recrutement à France Travail. Et donc l'une de nos missions, et la création de France Travail sert à ça, avec
les autres partenaires de l'emploi dans les territoires, c'est d'aller vers 100% des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Il y a 3/4 des entreprises qui ne font pas appel à vous. 3/4 des entreprises utilisent d'autres vecteurs pour recruter et 1/4 font appel à France Travail pour faciliter le recrutement. Ce sont souvent d'ailleurs pour les recrutements les plus difficiles qu'on fait appel à France Travail, c'est-à-dire quand on a publié soi-même son offre, quand on a regardé par le réseau, par le bouche à oreille, par son site internet, etc. et qu'on n'arrive pas à recruter, c'est en général le moment où on se tourne vers France Travail pour aider à recruter. Et quand on se tourne vers France Travail, ça marche. On a réduit de 20 jours la durée moyenne de recrutement des entreprises qui est passée de 46 jours à 26 jours en l'espace de 3 ans. Mais trop peu s'adressent encore à France Travail. Il faut qu'on fasse connaître nos services et pour ça, il faut qu'on aille au-devant, donc via de la prospection, 100% des entreprises. C'est quand même parce très, que très ça... connu. Enfin, Pôle emploi, eh bien, pas suffisamment, pas toujours bien par ailleurs, parce qu'il faut qu'on s'améliore. Mais les chiffres montrent que lorsqu'on travaille avec France Travail, quand on est une entreprise, on est très très majoritairement satisfait. Et pour ça, il faut qu'on aille au-devant de toutes les autres entreprises. Et on fait des enquêtes auprès, pour le coup, de l'ensemble des entreprises, pas seulement celles qui travaillent avec nous. Et ce qu'elles nous disent, c'est d'avoir beaucoup de projets de recrutement pour 2,8 millions d'intentions d'embauche en 2024, mais elles sont près de 60% à nous dire « je pense que je vais avoir de grandes difficultés pour recruter », à anticiper des difficultés de recrutement. Les intentions d'embauche sont très nombreuses, notamment dans des secteurs où le logement est une question clé. Soit des secteurs dont l'activité saisonnière est très forte. Je pense évidemment hôtellerie, café, restauration. Je pense aussi au secteur agricole, avec donc une dimension saisonnière très forte et une vraie importance du logement des saisonniers. Peut-être qu'on reviendra aux solutions sur cet aspect-là. Et puis des secteurs qui ne sont pas particulièrement saisonniers, mais dont la question de la distance domicile-travail ou la question de la capacité de se loger, notamment dans des métropoles où le logement est plus cher, mais où les besoins pour ces métiers-là sont beaucoup plus forts et prégnantes. Je pense en particulier au métier des services à la personne, le soin, le grand âge, la petite enfance, etc. Les besoins ne vont pas aller en diminuant, notamment dans les métropoles, et c'est plus difficile pour des questions évidemment de coût de se loger en métropole pour ces travailleurs, ces travailleurs essentiels que vous citiez. Et donc là, on a une mission, nous, France Travail, de donc faire ce constat-là avec les entreprises, d'aller vers elles, de comprendre les difficultés de recrutement qu'elles rencontrent, et s'il y a une difficulté qui est liée à la capacité à loger les personnes, eh bien se rapprocher des partenaires dans les territoires comme Action Logement, qui peuvent aider ces entreprises à régler avec nous la difficulté commune de trouver des salariés et de trouver un logement pour ces salariés. Alors, on va venir aux solutions dans un instant, mais je voulais quand même vous entendre sur un sujet qui est plus politique, celui-là. Finalement, on a dressé un constat, mais les causes, est-ce qu'on peut dire que le logement est trop cher, que le travail n'est pas assez payé, que ce sont ces deux causes à la fois qui provoquent cette question aujourd'hui, ce problème aujourd'hui, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Jules Mathieu Meunier. Vous disiez que c'était un sujet qui datait des années 2010 dans la manière de le présenter comme ça, mais finalement, les prix des logements, vous l'avez rappelé, ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où ces deux piliers du contrat social, l'emploi et le logement, c'est-à-dire les deux choses essentielles pour vivre, ou deux des choses essentielles pour vivre en tout cas, viennent se gêner l'un l'autre? Oui, alors pour peut-être reformuler, je pense que ces deux domaines de la vie dont les intersections renferment des risques, comme je l'ai déjà dit, et peut-être pour dépasser un peu cette idée du logement comme frein à l'emploi, on le voit dans certaines interventions qui sont développées, émerge une logique de l'intervention sur le logement comme vecteur de sécurisation des parcours professionnels dans des contexte de transition professionnelle, en cas d'événements dans la vie hors travail qui pèsent sur le parcours professionnel et qui, du coup, fait du logement non plus seulement un problème dans ce lien emploi-logement, mais un levier de solution. Et on a, de ce point de vue-là, des interventions intéressantes sur
adapter le logement pour sécuriser les parcours professionnels des aidants, adapter le logement au vieillissement, faire en sorte que les personnes en perte d'autonomie puissent être maintenues à domicile, que le logement soit adapté au travail des personnels soignants et décharger du même coup d'une partie de la prise en charge de leurs parents en perte d'autonomie, les aidants. On a ce type d'approche qui se développe aussi pour dépasser l'idée que le lien emploi-logement renferme des risques qui seraient de nature à scléroser les parcours des personnes. Mais sur le croisement des courbes, c'est-à-dire en fait le revenu du travail augmente peu ou moins vite que les prix des logements. Donc il y a bien un problème global d'arriver à boucler ses fins de mois, tout simplement. Si on regarde les courbes, on voit le décrochage à partir du milieu des années 2000 en fait. C'est vraiment là et là sur les prix des logements à l'acquisition, c'est pas les loyers mais sur les prix des logements sont allés beaucoup plus vite que les revenus des ménages, puisque entre le milieu des années 2000, les 20 dernières années en fait, vous avez des prix du logement qui ont augmenté 1,7 fois plus vite que le revenu des ménages en moyenne, plus de 2 fois sur l'Île-de-France. Donc ça c'est les courbes, elles sont connues, vous pouvez les retrouver. On appelle ça les courbes de Frigide, vous les connaissez sans doute. Et c'est vrai que ça c'est un phénomène qui a été possible parce que les taux d'intérêt ont énormément baissé, ce qui fait que finalement la capacité d'achat, pendant longtemps, elle est restée quand même stable malgré cette décorrélation. Sauf que maintenant, les taux remontent. Malgré l'augmentation des prix. Oui, mais les prix, quelque part, l'augmentation des prix a été soit possible, soit permise, je ne sais pas quel mot il faut employer, par cette baisse des taux. Et maintenant que les taux reviennent à des taux qu'on avait au milieu des années 2000, puisque c'était du 3-4%, c'est à peu près ce qu'on avait à ce moment-là. En fait, cette fracture, elle se voit de façon énorme. Donc ça, c'est une première divergence. Il y a une autre divergence, c'est l'augmentation des prix de construction, de production du logement social. Exactement sur la même période, on a des prix de production qui augmentent de quasiment 100%, ou 80%, on va dire, qui sont liés aussi à des normes un peu plus exigeantes, et puis à du prix du foncier qui a augmenté. Donc on a un prix de production qui va doubler. Et sur la même période, un plafond de loyer HLM qui va augmenter de 40% et une APL qui va être valorisée de 20%. Donc vous avez 3 courbes qui divergent et puis on arrive en 2018 et arrive la réduction de loyer de solidarité qui, au lieu de les faire reconverger, va encore plus fragiliser les ressources des bailleurs, puisque ce plafond ou le loyer, on va dire HLM, il est baissé d'1,3 milliard globalement sur le secteur. Donc ça, c'est un impact financier énorme, pas du tout anticipé dans les plans de financement. Donc vous avez des plans de financement quand vous êtes bailleur social qui ont pour objectif d'être équilibrés sur 50 ans. On ne cherche pas à avoir des marges quand on est bailleur social. Et du jour au lendemain, tout ce que vous avez construit depuis 20 ans, que vous êtes en train de construire, en fait, vous avez une taxe qui arrive dessus. Donc ça déséquilibre profondément toutes les opérations. Donc en fait, et en même temps, l'APL n'a pas solvabilisé suffisamment les gens qui arrivent dans des nouveaux logements. Donc on a c'est une divergence sur la production de logements abordables, comme on dit. Qu'on a pu compenser un petit peu par la production des logements dits intermédiaires, donc pour plutôt une gamme, je dirais, de jeunes actifs ou qui arrivent avec des niveaux de loyer 10-15% en dessous du marché. Donc ça a permis aussi de contenir un petit peu cette divergence, mais on a cette double divergence qui aujourd'hui est frappante parce qu'en fait, on voit bien la conséquence, elle est assez directe. Elle est une chute de la production massive de logements sociaux, une chute de la production de logements privés parce que on a du mal à accéder à la propriété avec cette augmentation des taux qui revient à des taux normaux, mais les prix ont augmenté plus vite que les revenus, donc les ménages ont plus de mal à accéder, et avec un investissement locatif qui est aussi en panne parce que on affiche un arrêt des aides à l'investissement locatif. Là aussi, il y en a eu pendant une période de taux bas, donc ça peut interroger, sauf que maintenant qu'elle s'arrête, effectivement, sans dire aux investisseurs vers où ils peuvent aller, ça fait quand même 3 piliers qui sont fragilisés aujourd'hui, et je pense que ça explique grandement que ce sujet revienne, et donc la cause, c'est pas forcément ce lien emploi-logement, mais du coup ça accentue des difficultés pour tout le monde, aussi bien pour les salariés que pour le reste de la population pour se loger. Paul Bazin, sur
la diminution pas la diminution des revenus, mais la faible croissance des revenus. Vous avez forcément une analyse là-dessus à France Travail. Notre objectif à France Travail, c'est de faire en sorte que tout le monde accède in fine à l'emploi durable, donc à une stabilité de l'emploi. On voit dans les analyses sectorielles que l'on fait qu'il y a effectivement des secteurs d'activité qui ont des problèmes d'attractivité liés effectivement à des rémunérations qui, dans certaines zones du territoire, en particulier les métropoles, font que les dépenses contraintes des personnes, et notamment contribuent au fait que les dépenses contraintes des personnes, qui elles-mêmes, dont les prix augmentent, occupent une part très importante des revenus du foyer. Je crois que c'est 31% ou quelque chose comme ça des revenus d'un foyer qui sont consacrés au logement aujourd'hui, ce qui est une moyenne qui, j'imagine, cache des variations très importantes. Et donc effectivement, on essaye de jouer là-dessus, notamment lorsque vous déposez une offre à France Travail, sur francetravail.fr, vous êtes une entreprise, vous déposez une offre. Immédiatement quand vous terminez ce dépôt d'offre, vous avez une analyse des critères de votre offre, on utilise l'intelligence artificielle pour ça, des critères de votre offre par rapport au marché du travail dans lequel vous vous situez. Par exemple, le niveau de salaire que vous avez proposé dans votre offre, eh bien on le compare à ce que vos comparables sur géographique, sectoriel, etc. proposent pour le même type d'emploi. Ce qui est un moyen de faire réfléchir les entreprises sur le fait, lorsqu'on constate que ce niveau de salaire est faible par rapport à ce que d'autres proposent, sur le fait qu'elles risquent d'avoir des difficultés de recrutement et que par ailleurs elles risquent de nuire à l'attractivité, y compris de cet emploi, et donc à les inciter à relever le niveau de salaire qu'ils proposent, améliorer les conditions de travail, réduire l'exigence en termes de niveau de diplôme ou de niveau d'expérience, etc. aussi, mais donc entre autres sur la question du salaire, pour essayer de contribuer à une valorisation du travail qui puisse être supérieure pour les demandeurs d'emploi qui seraient des candidats à cette offre. Et sur la précarisation croissante, parce que par exemple vous parliez des aidants tout à l'heure. Alors les aidants ou les personnes qui sont dans le secteur du care, maintenant c'est comme ça qu'on dit, c'est des gens qui souvent ont beaucoup de personnes dont ils doivent s'occuper, dont elles, parce que c'est souvent des femmes, et qui supposent une heure par-ci, une heure par-là, ou 2 heures par-ci, 2 heures par-là, beaucoup de trajets, etc. Et par rapport au logement, par exemple, ça pose quand même une grande question, parce que c'est leurs clients, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire, peuvent être dans des zones géographiques un peu éloignées. Ça, c'est peut-être le paroxysme du temps partiel, mais il y a aussi beaucoup de temps partiel qui oblige à des déplacements plus fréquents, des horaires de travail plus tardifs ou plus tôt, etc. Finalement, la majorité des salariés aujourd'hui sont en CDI, mais ça va plutôt en augmentant ou plutôt en baissant ? Non, quand on regarde les offres qui sont confiées à France Travail, on est plutôt sur une tendance haussière du CDI. On constate de plus en plus d'efforts des entreprises. Quand vous avez 60% des entreprises qui vous disent j'ai des difficultés de recrutement, elles se rendent bien compte elles-mêmes qu'elles ont un rôle à jouer sur ces difficultés de recrutement. Alors elles peuvent nous dire à France Travail, aux autres, mais trouvez-moi des candidats. Et nous, on est en capacité de leur dire je peux vous trouver des candidats, mais si vous me demandez un mouton à 5 pattes qui a 10 ans d'expérience, qui demande un salaire très faible, qui a un niveau de diplôme extrêmement élevé, ça va être difficile. Donc travaillez aussi sur l'attractivité de votre offre d'emploi. Vous évoquiez les services à la personne. Les métiers de l'humain, c'est l'une des priorités de la ministre du Travail, des Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. Elle a demandé à France Travail de s'investir particulièrement en 2024 sur ces métiers-là. Quand on interroge les professionnels du secteur, ce qu'ils commencent à s'efforcer de réaliser, c'est non seulement doter leurs salariés, les professionnels qui interviennent par exemple au domicile des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie, de leur doter de moyens de mobilité et surtout de faire en sorte qu'elles aient un circuit de travail qui se déroule dans un rayon, je pense à une entreprise en particulier, dans un rayon de 10 km, pas plus, pour justement
convaincus que sinon la question des trajets devient un élément de pénibilité. La question du logement qui peut être éloigné, on est éloigné, les demandeurs d'emploi qui accèdent à un emploi sont éloignés en moyenne de 35 km en moyenne sur le territoire français de leur emploi, ce qui est beaucoup, mais selon les régions ça peut être énorme. Oui. Exactement, ça dépend où. Et à peu près un quart ont refusé un emploi pour des questions de distance domicile-travail. Donc il y a des employeurs qui commencent effectivement à comprendre l'importance des conditions de travail qu'ils offrent et d'aider les candidats à leur faciliter ce travail de lever les freins à cette reprise d'emploi. Je cite encore un exemple. On a une plateforme qui s'appelle MEZ qui travaille justement sur les questions de mobilité et on commence à explorer le fait de dire à des employeurs, mettez bien le lieu de travail dans l'offre d'emploi précis, pour le coup, pas le siège de votre entreprise, mais le lieu de travail précis, les lieux de travail précis lorsqu'il y en a plusieurs. Et ce qui nous permet, nous, d'enrichir cette offre en montrant au candidat les moyens de transport qui vont lui permettre d'accéder à ou de lui proposer les offres d'aide à la mobilité qui aide au permis, garage solidaire, bref, il y a des dizaines de milliers d'offres recensées sur cette plateforme MEZ France Travail qui vont lui permettre de prendre cet emploi spécifique. D'accord, très bien. Mathieu, vous disiez tout à l'heure sur les travailleurs essentiels. Donc dans cette problématique revenu, logement, plus emploi, logement, mais revenu cette fois, ou revenu loyer, ou revenu, eux, ils ont quoi comme difficulté? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas télétravailler, ils sont normalement dans les plafonds du logement social, mais ils sont comme 70% des Français, je précise, mais ils n'y ont pas forcément accès. Est-ce que c'est une population qui est d'ailleurs difficile dont il est d'ailleurs difficile de dresser un périmètre, mais qui est particulièrement concerné par ce sujet? Oui, c'est effectivement un groupe social qui est dans tous les esprits, mais qui bénéficie pas d'une définition complètement arrêtée, avec quand même certaines professions emblématiques, qui est un symptôme de cette crise à l'accès au logement abordable, qui est une autre composante, je pense, très importante des risques situés au croisement de l'emploi et du logement. Donc les travailleurs essentiels, la caractéristique commune, c'est des revenus de niveau moyen ou peu élevé, tout aussi essentiels soient les fonctions qu'ils exercent dans les territoires, et notamment les territoires métropolitains, à l'origine de difficultés d'accès financier au logement qui les conduisent à devoir réaliser des choix résidentiels contraints avec un peu deux idéotypes d'arbitrage entre se loger à proximité de l'emploi dans les zones centrales résidentielles mais dans un logement inconfortable, trop exigu, ou alors habiter dans un logement plus grand mais au prix d'un éloignement domicile-travail avec tous les risques afférents dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est aussi des travailleurs qui, pour une partie d'entre eux, travaillent sous des formes d'emploi précaires. Et ça, c'est aussi, outre la question du pouvoir d'achat, un facteur qui est à l'origine de ces risques qui pèsent sur les parcours résidentiels et professionnels, au sens où on a une contradiction fondamentale qui est apparue avec ce développement, avec les transformations du travail et de l'emploi ces 2 dernières décennies, entre une généralisation de l'entrée sur le marché de l'emploi qui se fait majoritairement sous la forme de contrats précaires et une tendance des bailleurs dans le parc locatif privé en particulier à survaloriser la détention d'un CDI chez les candidats au logement. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions à nouveau. Oui, alors je vais relayer 2 questions qui sont un petit peu différentes. Elles concernent quand même ce volet des solutions qu'on est en train d'aborder. Oui, on va les aborder juste après, mais... Donc je lance le... Oui, voilà. Donc j'y vais. La première, elle concerne les zones touristiques côtières, en tout cas les zones particulièrement tendues du fait de l'importance de l'économie touristique. Donc quelles sont les solutions qui sont déployées pour le logement non seulement des saisonniers,
saisonniers, mais aussi des habitants permanents de ces zones qui peuvent pâtir particulièrement de difficultés pour accéder au logement. J'en profite également pour rappeler aux auditeurs que Idéal s'est penché sur cette question il y a à peu près un an avec un webinaire qui s'appelait Habitants, saisonniers, touristes, serez-vous logés cet été, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais j'imagine que d'autres réponses seront apportées par nos invités. Et puis la deuxième question, elle est un petit peu plus large, mais je pense assez intéressante. Comment des liens sont-ils tissés avec le parc privé, Action Logement étant disposant d'1,1 million de logements sociaux, comme vous l'avez rappelé Nadia Bouillet. En revanche, quelles sont les initiatives de lien avec le parc privé? Cette question est évidemment ouverte aux autres invités. Merci. Donc oui, abordons justement... Je vais répondre à cette question peut-être. Les solutions, oui, ça rebondit avec ce que vous disiez. Effectivement, c'est un constat qu'on a fait aussi, c'est-à-dire cette difficulté très grande d'accéder à un logement privé quand on n'avait pas un CDI et quand on n'avait pas un certain nombre de garanties. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'a été créée la garantie Visale en 2016, parce que c'est une garantie qui est vraiment gratuite, qui couvre 36 mois d'impayé de loyer et qui est ouverte, comme je le disais, qui a été ouverte progressivement et donc là maintenant elle est ouverte à tous les jeunes de moins de 30 ans et c'est important de noter ce choix de la dédier aux jeunes parce que quel que soit votre contrat, que vous soyez en CDI, en CDD, sans contrat de travail, étudiant, vous avez droit à cette garantie et le bailleur il est couvert. Donc ça, je dirais Visale, c'est le réseau de ceux qu'on n'a pas. Quand on n'a pas des parents qui peuvent se porter garant, on a ce dispositif et qui aujourd'hui plébiscité par les acteurs et par les bailleurs notamment qui sont très satisfaits de cette garantie qui est gratuite pour eux, par les bénéficiaires aussi. Après, c'est facile d'avoir son visa. Je profite pour faire un peu de promotion, mais ça se fait en ligne. On vérifie évidemment l'éligibilité. Donc en 48 heures, on a un visa qui est valable 3 mois qu'on présente au bailleur et le bailleur, lui, il a un cautionnement pareil qui se fait en ligne de façon quasi automatique. Donc c'est quand même intéressant. Après, c'est réservé à des logements qui sont à des niveaux de loyer qui restent abordables. Donc il y a un plafond, c'est 1 500 € en Ile-de-France, 1 200 € de loyer en province. Donc ça aussi, on a cadré ça. Et il est discriminant, cette garantie Visale, parce qu'elle privilégie les jeunes. Et justement, un bailleur qui va avoir le choix finalement entre des gens bien installés avec peut-être un CDI et qui sont un peu plus âgés avec plus de ressources et un jeune qui a cette garantie, il est couvert gratuitement avec cette garantie. Donc on espère, je dirais, leur donner une chance de plus. Après, si je vous donne un peu la réalité de Visale, donc c'est quand même 320 000 contrats qui ont été conclus l'année dernière. Donc ça représente une part de marché très importante des nouveaux accès à des logements privés en France. Et on pense qu'on peut encore augmenter cette part, puisqu'on pense à pouvoir arriver jusqu'à 500 000. Donc c'est vraiment important. Ça représentera quasiment un quart des mises en location chaque année dans le parc privé. Donc ça, c'est vraiment notable. Et je ne répondrai pas à tout parce que je vais laisser la parole aux autres, mais sur la partie... qui est un peu en lien avec la question des zones touristiques. Aujourd'hui, on avait une catégorie socio-professionnelle qui est particulièrement sensible. En tout cas, on en parlait tout à l'heure, c'est les saisonniers. Et donc, Visale, dans quelques semaines, sera aussi ouvert avec un dispositif ad hoc, justement pour les saisonniers, où on a élargi la base de logement qu'on va pouvoir garantir, et puis les critères, justement, pour des personnes qui seraient saisonniers, donc notamment le critère d'âge pour permettre à tous les saisonniers de bénéficier de cette garantie et à davantage de bailleurs de pouvoir faire appel à Visale dans l'optique de faciliter le logement des saisonniers. Merci. Alors pour les solutions, tout à l'heure Paul Bazin, vous avez expliqué la nouvelle mission de France Travail. Très concrètement, vos conseillers dans les régions, sur tous les territoires, est-ce qu'ils vont être en mesure, est-ce qu'ils vont être formés pour ça, est-ce qu'ils auront les moyens d'orienter finalement les salariés en recherche d'emploi vers des solutions de logement ? Oui. Et comment ? Il va falloir. Alors comment ? Il y a 3 aspects sur lesquels nous travaillons. D'abord,
la nécessité de faire le diagnostic de la difficulté de la personne qui l'empêche de retrouver un emploi et qui peut être lié à son logement ou à la mobilité entre son logement et son travail. Ce diagnostic, on a créé un outil et puis une méthode, un référentiel de diagnostic 360, diagnostic socio-professionnel d'une personne. On l'a co-créé avec des travailleurs sociaux, avec nos partenaires des missions locales, des Cap Emploi, avec quantité d'acteurs, et on continue à le faire évoluer au gré des retours de terrain dans les expérimentations dont je vous parlais tout à l'heure. Et il interroge tous les freins de la personne, et en particulier les questions de logement. Si on sent qu'il y a des problématiques de logement, on va au-delà de ce premier diagnostic et on propose un diagnostic, on voudrait proposer un diagnostic expert à la personne. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec certains acteurs comme Action Logement, comme la DIAL dans ses projets autour du PAC Emploi Logement, pour la délégation interministérielle, l'hébergement et l'accès au logement, si je crois que ça doit être ça, toujours peur avec les sigles. Donc pour renforcer l'expertise sur ce diagnostic, au-delà de ce que peut faire en première intention la conseillère ou le conseiller France Travail. C'est pareil sur la mobilité, on a une prestation d'analyse des difficultés de mobilité d'une personne, une prestation spécifique, il y a plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d'emploi qui en ont bénéficié l'année dernière et qui permet d'aller au-delà d'un premier diagnostic, vraiment sur la compréhension des vrais freins liés à la mobilité pour pouvoir ensuite lui proposer des services. Première étape, le diagnostic. Deuxième étape, justement, quels services est-ce qu'on peut mobiliser dans chaque territoire? Pour ça, il faut les révéler, ces services. Il faut les mettre en visibilité des conseillers. On a un outil pour ça qu'on est en train de créer, qui s'appelle Dora, qui est une start-up d'État avec laquelle nous coopérons, qui recense dans chaque territoire l'ensemble des services d'insertion, de levée des freins sociaux, de formation, etc., dont les professionnels de l'accompagnement peuvent se saisir pour régler une difficulté. Et parmi ces services, on souhaite évidemment référencer les services d'Action Logement, les services des partenaires du logement sur le territoire. Et c'est en révélant ce catalogue de services et en faisant en sorte qu'il soit simple de prescrire ces services, qu'on n'ait pas un numéro de téléphone qui sonne dans le vide, mais qu'on ait une vraie facilité à pouvoir toucher l'interlocuteur qui va pouvoir proposer le service, qu'on fera en sorte de proposer. Vous savez que dans la réforme de la loi plein emploi, il y a le principe de 15 heures d'activité de recherche d'emploi par semaine. Parmi ces activités, il peut y avoir la recherche du logement, de la solution de logement, qui va me permettre derrière d'être plus serein pour reprendre un emploi. Donc diagnostic, catalogue de services et facilité à prescrire. Et puis ensuite, il y a la formation des professionnels du réseau pour l'emploi, nous-mêmes, nos partenaires, y compris sur les questions de logement. On est en train de mettre sur pied l'Académie France Travail, qui est une académie physique et digitale, qui va mettre en visibilité de tous les acteurs tous ces produits de développement de compétences, de connaissance des acteurs, de connaissance de réflexes, par exemple en matière de logement, que les acteurs de l'emploi devraient avoir. Plateforme de micro-learning, sessions de formation plus classiques, blended learning, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut faire pour augmenter la capacité des conseillères, des conseillers de France Travail et des autres acteurs qui s'adressent aux personnes qui recherchent un emploi, de connaître les solutions et comment les mobiliser au bénéfice des demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi et qui peuvent avoir une difficulté de logement dans cette recherche d'emploi. Vous pourriez les envoyer aux ateliers de l'Institut, qui est la branche formation d'Idéal, par exemple. Eh bien, écoutez, si vous avez des produits, profitons-en. Ça ne vous ennuie pas si on fait du business en même temps. Si vous avez des produits, par exemple, de micro-learning, des micro-capsules là-dessus, on peut les mettre tout de suite sur la plateforme de micro-learning de l'Académie France Travail. Juste une réponse à la question qui a été posée sur les travailleurs de la côte. Il n'y a pas que la côte, d'ailleurs, il y a aussi les sommets. On a les mêmes sujets en montagne. On a donc, je vous parlais de la plateforme Mes Aides. Vous retrouvez dessus, notamment sur la région Bretagne qui était précurseuse, les offres de logements saisonniers qui existent. Et lorsque vous posez la question d'aller travailler comme travailleur saisonnier en Bretagne, vous trouvez tous les partenaires qui peuvent proposer des logements pendant cette saison. On le développe désormais dans toutes les régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt la montagne pour le coup. Et surtout également toutes les régions côtières. Ça fait partie d'un plan saisonnier que le gouvernement avait lancé il y a quelques années. Et on veut croiser ces bases de données et cet outil avec nos partenaires d'Action Logement pour fournir aux personnes qui recherchent un emploi saisonnier et donc un logement saisonnier la visibilité la plus complète possible sur toutes les solutions de logement dont ils peuvent bénéficier. Merci. Alors, les solutions logement, peut-être Jules Mathieu Meunier pour commencer ce sujet, parce qu'il pose une question fondamentale, c'est-à-dire, est-ce que pour fabriquer du logement supplémentaire, est-ce qu'on fait du logement social?
est-ce que les entreprises s'en mêlent? C'est-à-dire, est-ce que, je le disais en introduction, et ce sera l'objet du second webinaire, mais quand même, il y a des patrons d'entreprises qui prennent des initiatives aujourd'hui pour aider leurs salariés, pour acheter des immeubles, pour les loger. Et donc, pour recréer ce lien emploi-logement qui, cette fois, est très, très directement noué, de votre point de vue de chercheur, est-ce que c'est le rôle des entreprises de faire ça? Ou est-ce que c'est le rôle du logement social de venir répondre à cette question? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas assez de logement social aujourd'hui? La couverture médiatique de ces questions de lien emploi-logement, les articles de presse qu'on peut lire sur le sujet ont souvent tendance à valoriser des initiatives individuelles d'employeurs. Mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. C'est difficile de se faire une idée si on est dans un moment où l'entreprise se ressaisit de la question du logement de manière individuelle, parfois directe, ou si ça ne procède pas aussi d'une forme de fascination, de nostalgie pour ce qu'était l'intervention de l'employeur sur le logement avant l'invention de formes collectives d'intervention et d'une régulation politique avec la création du logement social et du 1% logement, de l'intervention sur le logement des travailleurs. La tendance historique, c'est plutôt qui est peut-être aujourd'hui remise en cause, c'est une question, mais c'est plutôt une tendance à l'externalisation de la question du logement hors du champ de l'entreprise. Et à ce titre, la création des premiers CIL et la généralisation de la cotisation des employeurs qui était d'abord volontaire et qui devient obligatoire donc en 1953 avec la création de la participation des employeurs à l'effort de construction, elle marque une étape et dans cette séparation, dans cette émancipation du logement vis-à-vis de la sphère du travail et dans l'idée que effectivement le logement n'est plus vraiment l'affaire directe des entreprises et en réponse aux souhaits d'un grand nombre d'entreprises qui étaient jusque-là investies dans la production de logements pour les ouvriers et qui se trouvaient exposés à divers risques, notamment de conflictualité sociale. Dans les années 30, des employeurs, il y a eu des scandales sur des cas de salariés, d'ouvriers expulsés de leur logement suite à leur licenciement économique en période de crise économique, ce qui interroge aujourd'hui sur cette hypothèse du retour à une forme de... ce ne serait pas un retour parce que ça a toujours été empêché par la réglementation, la production d'une offre locative sociale comportant des contrats intégrant des clauses de fonction. Si ça signifie qu'il s'agit de faire en sorte que la personne, le locataire qui travaille pour un employeur doive quitter son logement parce qu'il change d'employeur, ça interroge sur cette vocation du logement à être un peu un élément de la protection sociale tel qu'il a été conçu dans le logement social, dans le 1% logement, au sens où ce choix de quitter l'employeur peut être un choix subi ou peut être une incapacité à continuer à travailler dans les cas de souffrance au travail. Et on sait que le problème d'attractivité qui concerne certains secteurs d'activité renvoie à ces problématiques de difficulté à se maintenir dans l'emploi du fait de la dureté du travail. C'est justement le risque aujourd'hui avec ces initiatives patronales. Mais... Je pense que là, moi aussi, je vais modérer parce que là, c'est vraiment, il y a des zooms médiatiques qui sont quand même très individuels. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que dit Jules Mathieu. C'est ultra dangereux en fait d'aller prôner ce genre d'approche. On a un choix, on a un contrat social aujourd'hui qui a justement cherché à externaliser ce sujet. Et ça, c'est très bon. Et ça, c'est une première raison. Il y a une raison, je dirais, sociale et humaine derrière. Mais il y a une deuxième raison quand même qu'il faut mettre en avant. C'est que c'est quand même un métier, la gestion locative. Vous parliez de aussi comment on travaille avec les entreprises. C'est aussi un métier. On a des conseillers relations entreprises chez Action Logement Service, dont c'est
tel métier et qui vont aller approcher cette problématique de façon mutualisée pour les entreprises, et ça permet aussi, je dirais, de partager des bonnes pratiques, de voir ce qui a pu être fait, de le mutualiser. Et de la même manière, la gestion locative, c'est un vrai métier. Construire des logements aujourd'hui, c'est un vrai métier. Les gérer aussi, c'est pas quelque chose qui s'apprend, et donc c'est une fonction en tant que telle. Et quand je vois ce qu'on fait au niveau du parc d'Action Logement, notre parc d'1 million 100 000 logements, vous le disiez tout à l'heure, c'est un parc dans lequel on a une initiative, on met en œuvre un plan de décarbonation depuis 1 an et demi qui est vraiment massif pour le secteur, et ça fait des années qu'on travaille la qualité de vie dans nos logements. On n'a plus aujourd'hui de passoires énergétiques dans nos logements. Ils sont tous programmés en travaux ou déjà traités, et on travaille à ce qu'en 2030, on n'ait plus que des étiquettes A, B et C dans les logements du parc. Donc on va proposer non seulement, je dirais, des logements qui permettent de loger, mais de loger de façon confortable et avec des charges qui sont aussi réduites pour les locataires. Et ça peut pas... Il y a un effet de seuil, il y a un effet de taille, il y a un effet de professionnalisation qui est indispensable. Et ces métiers, au fil, ils se complexifient. On a un certain nombre de réglementations aussi. Je parlais du volet environnemental. Il n'y a pas que il y a la question de la sécurité des bâtiments, et toutes ces questions-là, c'est pas quelque chose qui est sain, en tout cas, de le gérer en termes de responsabilité aussi pour un patron. Hein. Donc il y a non seulement un problème social vis-à-vis des salariés qui seraient complètement, je dirais, dépendants aussi, puisque si leur contrat de travail est lié avec leur bail, enfin c'est quand même très problématique. Mais au-delà de ça, même pour la gestion de ces bâtiments, et moi j'inviterais aussi des journalistes à aller regarder certaines de ces initiatives, comment elles ont vécu avec le temps. Et il n'y a pas que des bons exemples. On a même des endroits qui ont été inaugurés avec énormément de paillettes, et qui aujourd'hui sont catastrophiques en termes de gestion. Donc là-dessus, c'est un monde professionnel en tant que tel. Et c'est vrai que c'est un des sujets du logement social aujourd'hui. On ne le voit pas toujours comme un secteur économique. On le voit beaucoup comme un secteur social, alors que c'est un secteur économique à part entière, avec ses métiers, avec ses enjeux financiers derrière. Oui, alors moi j'entends bien, et puis justement cette série de webinaires, elle n'est pas du tout faite pour défendre cette évolution possible qui peut être minime mais qui néanmoins existe. En revanche, on a dit tout au long de ce webinaire qu'il y avait des problèmes, et que ce questionnement des entreprises pour recruter existait bien. Donc les solutions, alors ce ne sont pas forcément les solutions des entreprises, donc c'est quoi comme solution? C'est-à-dire, c'est une baisse des prix du logement, c'est une fluidité plus grande du marché, du parcours résidentiel, et donc du marché locatif ou du marché de l'accession. C'est des politiques d'aménagement du territoire mieux réfléchies. Je pense par exemple au territoire de réindustrialisation, comment on va imaginer les politiques d'emploi et les politiques d'habitat ensemble. Donc, c'est les politiques publiques, en fait, la réponse. Elle passe par là. Elle passe en tout cas par... je pense que vous avez donné la clé, à mon avis, c'est aussi le parcours. C'est-à-dire effectivement comment remettre de la fluidité dans ces parcours résidentiels et professionnels, pour que dans cette chaîne-là, on rétablisse un petit peu cette notion. Après, il y a une question aussi de dimension logement dans ces grands projets industriels. C'est vrai que c'est important. On est signataire, nous, de la charte sur la réindustrialisation, et je pense qu'on a un rôle à jouer ensemble, parce qu'effectivement c'est cette politique de réindustrialisation qui est quand même enclenchée, va permettre de remettre de l'emploi. Donc il y a un enjeu pour les demandeurs d'emploi, mais aussi il faut qu'on accompagne ça, et voilà, par aussi des logements qui sont... donc il y a une question de programmation derrière à mettre en place, qui aujourd'hui peut être encore améliorée sur le terrain, mais où on a les différents outils, et c'est pas forcément les mêmes dans chacun des territoires, mais il va falloir qu'on les mette ensemble. Après, la question du foncier est aussi un vrai sujet aujourd'hui, à l'heure du ZAN, où les projets de réindustrialisation, ils sont bien préservés, puisqu'ils ont des dotations foncières pour construire ces industries. En revanche, les logements qu'il faudra construire autour, pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi, sur les territoires, bien regarder. On peut aussi avoir une offre
offre de logements nouvelle sur de la transformation de logements existants. Donc il n'y a pas que du foncier nu, mais en fait c'est des problèmes effectivement qui renvoient à l'aménagement, je dirais, du territoire, mais c'est vraiment cette double approche, quoi. C'est-à-dire une approche partant de l'individu, du salarié, sur les outils pour son parcours, et une approche un peu plus macro, c'est-à-dire de s'assurer, quand on a un grand projet, que effectivement les différents projets arrivent en même moment, parce que on a une question de temporalité pour construire des logements ou pour les remettre sur le marché. Ça se fait pas en 2 semaines, ça va nécessiter quelques années, et donc c'est aussi d'arriver à faire arriver tous les trains en même temps, et si on les fait pas arriver en même temps, c'est comment on trouve aussi ces solutions transitoires, modulaires, puisque c'est ce qu'on fait par exemple sur Seine-Nord. On a un certain nombre de modules qui sont des logements déplaçables qui ont été mis en place pour le chantier, mais il y a aussi besoin de plusieurs milliers de logements, et ceux-là, ils ont été planifiés parce que derrière Seine-Nord, il va y avoir toute une industrie qui va s'installer autour de ce canal. Donc en fait, il y a les deux approches. Enfin, il y a le côté parcours court terme, et puis accompagné avec une vision de long terme sur l'aménagement du territoire derrière. Merci. Une réponse sur ce sujet? Donc, juste pour abonder totalement dans le sens de Nadia Bouillet sur ces projets de réindustrialisation, le maître mot, c'est l'anticipation. Auparavant, quand il y avait, pas forcément dans le cadre de la réindustrialisation, mais simplement d'une implantation d'entreprise dans un territoire, les collectivités, les entreprises travaillaient ensemble sur l'implantation, et presque au dernier moment, on se posait la question, mais tiens, en fait, qui va travailler dans l'implantation en question, et on se retrouvait à quelques semaines, mois, parfois semaines de l'ouverture, à se dire mais j'ai pas la force de travail nécessaire pour faire tourner l'activité que je suis en train d'implanter. Ça a beaucoup évolué, on est aussi partenaire de territoires d'industrie pour faire en sorte, comme vous le disiez, que autour de la table, lorsqu'il y a un projet d'implantation, soit très vite des acteurs dont la temporalité est au moins aussi longue que celle du projet. Il y a évidemment la question de faire sortir des bâtiments de terre, mais faire sortir des bâtiments de terre, c'est long. Des logements de terre, c'est long. Faire émerger des compétences qui sont parfois extrêmement spécifiques, notamment dans l'industrie, qui peuvent être des compétences très techniques, ça peut être long aussi. Il faut former, il faut aller chercher des publics qui peuvent être éloignés de l'emploi, donc travailler sur d'autres dimensions que la seule formation technique, et parfois aussi sur des freins sociaux comme le logement. Bref, il y a tout un travail à faire. France Travail est en capacité de le faire si jamais il y a l'anticipation nécessaire, et si dès le départ du projet, on a mis autour de la table tous les acteurs qui vont contribuer à la réussite de ce projet, et pas seulement les collectivités qui sont fondamentales, pas seulement évidemment les entreprises, mais aussi les acteurs qui vont aider les salariés à se loger et aider à développer les compétences nécessaires pour exercer l'activité. Merci, je crois qu'il y a encore une question dans les quelques minutes qui nous restent. Oui, donc rapidement, quelques éléments de réponse peut-être pour plusieurs questions convergentes sur la question des salariés, donc des personnes en situation d'emploi, mais qui sont soit hébergés par des tiers, voire sans domicile. Donc il y a plusieurs questions qui convergent là-dessus, à la fois peut-être sur des éléments chiffrés, mais aussi sur des pistes d'action ou des dispositifs mis en place face à ces solutions particulièrement dramatiques. En 2 minutes, ce qui est quand même pas non, mais pour nous, ce sont des salariés prioritaires, et quand on est hébergé ou quand on n'a pas de toit, on est reconnu prioritaire, ou certains d'entre eux ont même des dossiers de droit au logement opposable. Et donc Action Logement, évidemment, les traite en priorité, et quand on regarde nos attributions de logement, c'est plus d'un tiers de ces attributions qui vont être à destination de ces salariés qui sont jugés prioritaires. Et donc il y a chez nous des conseillers personnels, un métier pour s'occuper de ces situations-là, que ce soit pour de l'aide aux salariés en difficulté, donc avec des personnes qui sont formées et qui sont habilitées à s'occuper du traitement social de salariés en difficulté, et puis aussi des conseillers locatifs qui sont spécialisés justement pour trouver des solutions logement pour ces salariés qui n'ont pas de logement ou qui sont hébergés. Donc là aussi, il
ils sont au sein des effectifs d'Action Logement Service. Et puis, je vous invite à nous contacter. On a des agences dans tous les départements de France, au moins une agence, voire plusieurs. Et on a des personnels qui sont formés, compétents, et des dispositifs de priorisation de ces salariés qui n'ont pas de solution. Et on sait traiter des solutions aussi en urgence avec nos partenaires, puisqu'on ne travaille pas aussi tout seul. On a tout un réseau de partenaires, que ce soit bailleurs ou associatifs, pour trouver des solutions. Et on a 20 000 salariés aussi qui sont accompagnés au niveau social chaque année, au-delà de ceux qu'on loge, qui sont 100 000 personnes. Donc vraiment, là, c'est un de nos métiers. Donc je vous invite à vous rapprocher de nous. C'est jamais simple, ces questions, surtout en situation de crise du logement, mais c'est bien une priorité, les salariés en difficulté, les salariés modestes, pour les équipes d'Action Logement. Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner la parole une dernière fois, vraiment pour un petit mot de conclusion. Alors, on n'a vraiment pas tout à fait exploré le sujet, parce qu'on l'a pris par un petit bout. Les deux autres webinaires serviront à aborder d'autres questions, d'autres manières de l'envisager. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir? Peut-être un message à passer sur la manière dont ce sujet doit être pris en charge et par qui Moi, j'aimais bien votre expression du début, qu'il n'y a pas de plein emploi sans plein logement. Donc on peut peut-être retenir ces petits mots. Moi, je suis assez attaché aussi à l'idée de revenir aux sources, aux fondements de notre système du logement, à cette idée que le logement a été conçu comme un élément de la protection sociale dans le cadre de la législation sur les HLM. La première loi, la loi sur les habitations à bon marché de 1894, cible comme bénéficiaires des HBM les travailleurs. Pendant plusieurs décennies par la suite, dans la réglementation HLM, la population visée seront les personnes vivant principalement de leur salaire. Il faut comprendre qu'à travers cette expression, on désigne non pas forcément uniquement les personnes qui ont un contrat de travail au moment de vouloir accéder au logement social, mais plus fondamentalement les non-propriétaires, ceux qui n'ont pas de patrimoine pour se protéger en cas d'accident, d'aléa, et ceux pour qui l'absence de propriété constitue un risque qui les expose à la hantise du lendemain. Et là, on a une sémantique qui est présente dans les textes fondateurs des HLM, qui est exactement celle qui est utilisée par les architectes du système de protection sociale obligatoire, qui a été conçu au même moment par à peu près les mêmes responsables politiques et dans la même philosophie. Merci. Non, mais vous évoquiez le couple emploi-logement. Un couple, ça se travaille, et pour ça, je ne crois qu'à une chose, c'est la coopération entre les acteurs. On signera bientôt une convention de coopération avec Action Logement, et on se disait avant cette conférence avec Nadia Bouillet qu'en fait, on était une sorte de voiture-balai, parce que déjà dans les territoires, nos collègues coopèrent de façon très concrète, très opérationnelle. Je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, et c'est parfait parce qu'au cœur de l'ADN de France Travail, il y a vraiment l'idée de faire équipe avec tous ceux qui ont un morceau de la solution pour l'insertion, et d'aller au-devant des personnes en situation de précarité, de fragilité, de recherche d'emploi, pour leur proposer des solutions, et au-devant des entreprises pour qu'elles prennent cette préoccupation du logement de leurs salariés actuels ou futurs à cœur, et comprennent que c'est une manière de lutter contre les difficultés de recrutement qu'elles sont nombreuses à rencontrer. Merci de m'avoir permis de participer à ce débat. Mais merci beaucoup, merci d'avoir participé, merci de votre attention. Donc on est parti sur un couple un peu usé, et puis on finit sur une love story dont on espère qu'elle durera longtemps. Je vous invite à nouveau le 7 juin pour raborder cette question, cette fois avec les entreprises et les solutions qui sont proposées par les entreprises, même si elles ne sont pas souhaitables, ou même si elles ne sont pas extrêmement nombreuses. En tout cas, elles existent et elles méritent quand même d'être regardées de près, notamment comme des réponses. Donc, nous recevrons Romain Dubois, président d'ICF Habitat, Chloé Voisin,
Bormuth, qui est la directrice générale de Paris Capital Économique, et puis d'autres intervenants. Et puis le 5 juillet, on réfléchira à comment ces politiques de l'emploi et de l'habitat peuvent s'anticiper justement ou peuvent se penser ensemble dans les territoires, notamment avec Xavier Desjardins qui est géographe et chercheur à Acadie, et puis Gilles Craig qui est sociologue, et puis des élus, nous espérons. Donc merci en tout cas de votre attention. Ce webinaire sera posté sur le site d'Idéal. Merci beaucoup et bonne journée.